Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Nous allons encore patienter quelques minutes le temps que les quelques retardataires se connectent et nous allons ensuite démarrer. Bien, bonjour et merci de vous être connectés si nombreux à ce webinaire Fuchs. Cette session a pour objectif d'évoquer le contexte géopolitique que l'on peut qualifier sans risque de particulièrement instable, de vous en expliquer notre grille de lecture et de vous présenter les plans d'action que Fuchs met en œuvre pour tenter d'en atténuer les effets. Alors, on ne va pas vous dire que tout va bien, que nous sommes parfaits. Nous souhaitons simplement, humblement, vous partager les actions que nous avons déjà mises en œuvre, ainsi que celles en cours et à venir, pour encore une fois tenter d'atténuer, d'amortir les secousses et turbulences que nous vivons tous au quotidien. Pour ce faire, 3 intervenants Fuchs vont se relayer. Max-Antoine Greléron, directeur général de Fuchs France, qui fera une rapide présentation du groupe. Bruno Chawa, vice-président des achats Monde, qui évoquera le contexte mondial et les impacts associés. Et Rémi Angénieux, directeur des opérations Fuchs France, qui présentera les actions mises en place par Fuchs. À l'issue de cette session, nous vous proposons une session de questions-réponses. Et pour ce faire, rien de plus simple. Vous pouvez poser vos questions en direct tout au long du webinaire en cliquant sur le bouton que vous voyez apparaître « Poser une question ». Et à la fin de la présentation, nous lirons les questions posées et apporterons les réponses en direct. Si par faute de temps, nous ne pouvions pas répondre à toutes les questions en direct, pas de souci, nous vous donnerons les réponses par mail ensuite. Bien, je passe maintenant la parole à Max-Antoine Greléron pour la première partie, présentation de Fuchs. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous dire quelques mots sur le groupe Fuchs et Fuchs Lubrifiant France. Donc, le groupe Fuchs est un groupe qui est une entreprise familiale qui a été créée dans les années 30, il y a 3 générations de ça, qui fait partie de ce qu'on appelle les indépendants du monde du lubrifiant et est le premier fournisseur indépendant de lubrifiants dans le monde. C'est un groupe qui compte aujourd'hui plus de 6 000 employés, qui a réalisé un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros en 2021, qui comporte 576 ingénieurs R&D répartis partout dans le monde et 64 filiales, elles aussi réparties dans le monde entier. La famille Fuchs détient 55% des actions ordinaires, et le groupe est coté au MDAX à Francfort. Le groupe, enfin, est constitué d'une gamme complète de plus de 10 000 lubrifiants et spécialités connexes pour servir l'ensemble des segments de marché que nous adressons. Nos principaux marchés concernent essentiellement l'automobile et l'industrie. Nous travaillons essentiellement dans la sidérurgie, métallurgie, la verrerie, l'automobile, ce qu'on appelle l'aftermarket, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'énergie, les éoliennes, le médical, la plasturgie, la forgerie, la fonderie et la mécanique générale. Le groupe Fuchs s'est vu décerner un certain nombre de prix par le passé par certains de ses clients, comme John Deere, Mercedes, Volkswagen, Bosch ou Young Heinrich. Le groupe Fuchs est très orienté recherche et développement pour le domaine des applications,
Pour cela, nous travaillons avec 576 ingénieurs et scientifiques qui sont répartis dans le monde entier. Nous menons actuellement à peu près 600 projets de R&D pour un budget global de 59 millions d'euros dans 22 pays. Vous avez ici sur cette carte la géographie de l'ensemble de nos filiales et nos sites de production qui, comme vous le voyez, se répartissent de manière assez homogène sur l'ensemble des continents du monde. La production globale européenne du groupe est de 400 000 tonnes par an. À Nanterre, pour ce qui concerne Fuchs Lubrifiant France, nous avons une capacité maximum de 45 000 tonnes de production de lubrifiant. Donc Fuchs Lubrifiant France a été créé en 1940 par la mise en œuvre, le site de Nanterre, la mise en œuvre de Labo Industrie. Labo Industrie est devenu une filiale du groupe Fuchs Petrolub en 1991 et les principales acquisitions qui ont eu lieu depuis la création de Labo Industrie sont Polaroid, Labo, Cofran, Silcolen. Je ne vais pas tous les lire, vous les avez sur l'écran, jusqu'à Naï Lubrifiant en 2019. Fuchs Lubrifiant France est certifié ISO 9001, 14001, 45001, dispose de l'écolabel et nous sommes en cours de certification IATF pour le marché de la première monte automobile. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 121 millions d'euros en 2021. Nous travaillons essentiellement sur 3 grands marchés que sont l'automotive aftermarket, l'industrie, et nous avons une activité assez significative à l'export. Comme je vous le disais, nous avons une usine de production qui est située à Nanterre. La répartition du chiffre d'affaires se fait à peu près à 50-50 entre l'auto et l'industrie et à peu près 300 collaborateurs sont au service des clients pour Fuchs Lubrifiant France. La production de Nanterre en 2021 était de 34 000 tonnes, soit l'équivalent de 163 tonnes de production journalière. Nous disposons de 71 cuves qui vont de 10 à 235 mètres cubes, 138 cuves de stockage pour les produits techniques et nous avons 17 lignes de conditionnement de 1 litre à 1000 litres. Nous travaillons avec environ 35 huiles de base et 164 matières premières. Maintenant, je vais laisser la parole à Bruno Chawa qui va vous donner notre grille de lecture du contexte économique mondial et de ses impacts sur notre activité. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité. Peut-être en préambule, 2 phrases de ma part. Et également, la première chose, c'est que j'ai commencé chez Fuchs en début d'année. Donc, vous pouvez imaginer que depuis le début de l'année, je commence à être la personne la plus détestée suite aux problèmes d'approvisionnement qui ont été vus dans les 6 derniers mois. Mais néanmoins, on est là pour travailler, pour apporter des solutions. Mon objectif, comme ça a été dit avant, c'est d'apporter notre grille de lecture et aussi d'échanger avec vous et, si possible, de répondre à vos questions. Alors, on va essayer de remettre un contexte sur ce qui s'est passé sur les différentes chaînes de valeur. Donc, on se souvient qu'au premier trimestre 2020, on a toute l'industrie ou tout le monde a été en fait impacté par le Covid, la première pandémie depuis plus d'1 siècle. Ensuite, on a vécu au 2e trimestre 2020 donc un arrêt des mobilités avec les confinements qui ont lieu dans la majorité des pays occidentaux. On a eu une réduction des taux d'utilisation aussi bien des industries que des raffineries et que de façon générale de toutes les matières premières. À partir du mois de septembre et on va dire au 4e trimestre, on a vu un rebond de la demande avec des installations qui malheureusement ne pouvaient pas suivre. Ensuite, on a eu donc au Texas la plus grande vague de froid qui a jamais été observée. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on parle de l'impact qu'il y a eu, il faut voir qu'aux États-Unis, 80% de la capacité de raffinage et des installations chimiques sont localisées donc au Texas. Donc 80% pendant à peu près 6 semaines n'a pas pu travailler. Ensuite, comme si ça ne suffisait pas, on a eu le problème du canal de Suez, où on s'est aperçu aussi que
chaîne logistique, principalement dans les flux entre l'Asie et l'Europe, était aussi fortement impactée. Comme si ça ne suffisait pas, on a eu aussi en 2021 donc l'ouragan Ida sur la partie Nouvelle-Orléans et Texas qui a impacté les chaînes de production. Et comme tout le monde le sait, à partir de février 2022, on a eu la guerre en Ukraine qui a de nouveau déstabilisé à la fois les marchés énergétiques et certains flux de matière. Je voulais vous apporter un petit peu, quand on regarde tout ce qu'on vient de voir, comment ça s'est traduit sur les huiles de base. Donc les huiles de base, c'est l'un de nos ingrédients principaux afin de réaliser nos lubrifiants. Donc en fait, quand on regarde, donc je vous ai mis à peu près 3 flèches et ça reprend en fait quelques éléments qu'on a couverts jusqu'à présent. Donc la première flèche, en fait, ça correspond après la pandémie avec un retour du marché au niveau du 4e trimestre 2020 où la demande augmente alors que les raffineries ne sont pas encore en taux de charge suffisant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'offre et la demande a ici joué un rôle qui a fait que l'augmentation des huiles de base, malgré un prix du pétrole qui était relativement stable, a augmenté énormément. Ensuite, il y a eu un effet d'équilibrage puisque les taux de raffinage réaugmentaient. Et on a vu que sur la fin 2021, on commençait à de nouveau être un petit peu optimiste en se disant les prix vont tendanciellement baisser et retrouver un niveau, je dirais, adéquat au prix du pétrole. Et c'est là où, en février, donc c'est la 3e flèche, il y a eu la guerre en Ukraine qui a complètement déstabilisé de nouveau le marché avec un prix du pétrole qui a augmenté. Donc, ça dépend, comme vous le voyez aussi, donc à la pompe, le prix du carburant a tendance à bouger de façon importante jour après jour. Mais si on regarde à peu près, donc on parle d'une augmentation du prix du baril d'à peu près 60%. Et on a un effet sur les huiles de base qui est non seulement l'augmentation du pétrole, mais aussi lié au coût d'énergie et aussi à la concurrence qui est faite en ce moment entre les huiles de base et le diesel, à une augmentation qui est beaucoup plus importante, puisque si on regarde des prix références comme l'ISIS, on a une augmentation de prix c'est juste un exemple, mais qui est de l'ordre de 84%. Les autres huiles bougeant, je dirais, peu ou prou dans le même ordre de grandeur. Ensuite, je voulais aussi partager avec vous ce que pense cet organisme qui est un petit peu parle avec les producteurs, parle aussi un peu avec avec les acheteurs et essaie je dirais de générer une vue ou un pronostic sur le futur. Donc, ils envisagent que le marché se stabilise au 3e trimestre avec éventuellement donc un déclin sur le 4e trimestre, avec des éléments comme éventuellement une baisse de la demande sur le 4e trimestre, avec une offre-demande qui sera de nouveau favorable pour les consommateurs, sachant que ce qu'on a vécu sur les 9 premiers mois, c'est que ça n'a pas été favorable pour les acheteurs. Et il y a un autre élément que je voudrais aborder aussi, c'est qu'on va avoir les sanctions concernant le pétrole brut de Russie qui vont avoir lieu à partir de la fin de l'année. Et alors, ça dépend si vous êtes optimiste ou pessimiste, mais en tout cas, on suit ça de façon très, très minutieuse parce que ça pourra avoir aussi un impact sur l'efficacité des raffineries qui sont nos principaux fournisseurs de matières premières. Je voulais aussi, en toute transparence, vous apporter un espèce de, je dirais, de système de feu que nous donnent certains de nos fournisseurs. Et vous voyez que pour nos fournisseurs aussi, en toute transparence, ils nous disent que sur le marché des matières premières, ils ont encore beaucoup de problèmes. Donc, c'est la première partie qui est donc décrit en rouge, qu'ils ont des capacités pour produire et que d'un autre côté, au niveau du transport, que ce soit maritime, en fonction des régions, le réseau ferroviaire ou la route, eh bien, il y a aussi des problèmes que chacun peut vivre tous les jours. Donc, une situation qui n'est pas toujours brillante. Ce qu'on a vu sur les huiles de base, quelque part, on retrouve ça aussi sur les prix de l'acier. Donc, quand vous voyez, on a eu aussi au 4e trimestre un début d'augmentation de l'offre. Ensuite, on a eu
Donc des prix qui ont augmenté sur 2021. En basculant sur 2022, on commençait à être un petit peu optimiste. Et puis l'effet de la guerre en Ukraine avec une diminution importante et des importations de métal et d'acier de façon générale de Russie a fait qu'on a eu de nouveau une escalation des prix importante. Un autre marché aussi, donc je dirais c'est le marché donc, du lithium et du lithium hydroxyde. C'est un composant qu'on utilise dans certaines de nos graisses. Donc, un petit aparté pour vous apporter du contexte, c'est que la Russie est un petit producteur, mais c'est un producteur qui avait une certaine influence pour que l'offre corresponde en fait à la demande. On s'aperçoit qu'à partir du début de l'année 2022, les prix ont été catapultés puisque l'un des acteurs de marché n'était plus accessible pour l'Europe. Maintenant, je dirais que, comme vous avez vu, j'ai pas forcément souvent des bonnes nouvelles. Donc, je dirais que quand on regarde le futur, on a deux moyens de le faire quand on est aux achats. Si vous regardez du côté, donc sur la gauche de votre écran, on a un prix du pétrole qui est encore très élevé. On a beaucoup de contraintes en termes de logistique. Qu'est-ce qui va se passer en termes de diesel? Il faut savoir que l'Europe est un gros importateur de diesel. Historiquement, ça a été par rapport à la Russie. Donc ça, c'est une tendance qui était là depuis même avant les années 2000. On a une inflation qui est élevée. On a des taux de chômage qui sont très bas, ce qui est une bonne nouvelle aussi, mais ce qui pousse aussi à une inflation. Maintenant, si on commence à être acheteur et qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le marché? On s'aperçoit que les bourses ont tendance à corriger de façon importante. On parle de moins 20, moins 30%. Là encore, ça dépend un petit peu quand est-ce que vous avez pris la photo du marché. On a certaines commodités, à l'exception du pétrole, qui ont aussi corrigé. On parle de récession, donc ça pourrait obtenir aussi que certains produits baissent donc dans le futur. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que les marchés sont assez nerveux en ce moment et que je dirais que c'est en ouvrant un dialogue avec nos clients et aussi avec nos fournisseurs sur toute la chaîne de la valeur, c'est par cet échange-là qu'on pourra répondre aux défis qui sont encore devant nous. Et avec ces derniers mots, je passe la main à Rémi. Merci Bruno, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc passons aux actions mises en place par Fuchs pour réduire l'impact sur nos clients et nos gens. Dans ce contexte inédit, exceptionnel, on vous a expliqué le Covid, la déstructuration de la chaîne logistique mondiale, l'effet du climat, les tempêtes, la guerre. Alors, comme on vous l'a dit et comme vous le pressentez, on ne va pas vous expliquer que tout va bien chez nous, que nous avons solutionné tous les problèmes. Ce n'est pas vrai. Néanmoins, les actions que nous avons mises en place nous ont permis ou nous permettent toujours d'affronter cette tempête qui n'est pas terminée. Bruno vous l'a expliqué, malheureusement. Notre structure mondiale aussi, vous avez vu la présentation de Max-Antoine, nous permet aussi de faire face au mieux. En tout cas, je vais vous présenter sur trois blocs les actions qui ont été mises en place déjà depuis quelques années et d'autres récemment pour, encore une fois, réduire l'impact sur nos usines, sur nos clients, sur nos livraisons. Commençons par le premier bloc, recherche et développement achat. C'est un bloc de base construit depuis plusieurs années qui nous permet de moins subir le contexte. Recherche et développement achat, premier pavé, nous avons démarré il y a 5 ans, grosso modo un peu plus de 5 ans, une gestion des risques liés aux matières premières. Un process qui est global, c'est un process qui est transversal, achat R&D, mais aussi chef de produit, HSE, hygiène et sécurité, de plus en plus important dans notre métier de la chimie. Ce process vise toujours à estimer le risque associé à chaque matière première. Pour information, à peu près 3000 matières premières composants actifs dans nos formulations au niveau global. Estimation du risque associé à chaque matière première par la R&D, risque chimique au niveau formulation, client, l'application du produit.
Et également une estimation au niveau des achats concernant le marché des matières premières, des composants, du fournisseur, de la chaîne chimique de fabrication, de plus en plus important, commodité, spécialité. Et enfin, dans cette base de données qui a été construite et qui est encore une fois mondiale, toutes les actions focalisées sur les matières premières à risque, les actions recherche et développement, les actions achats. Donc, parmi les actions recherche et développement, nous avons les formulations alternatives ou les sources alternatives, en particulier par rapport aux spécialités. Je répète ce que Max-Antoine vous a dit sur la force de la recherche et développement au niveau global. Nous représentons 576 personnes dans le monde, à savoir le 10e effectif, 10% d'effectif total, ce qui est rare dans notre métier, ce qui nous donne effectivement une faculté de recherche assez importante. Deuxième pavé d'action, au niveau des fournisseurs, évidemment, sur la sélection, le suivi des fournisseurs. Alors, la force du groupe, c'est d'être le premier indépendant mondial de la lubrification, on vous l'a dit. De cette force-là, basée sur cette force-là, nous avons pu, sur la majorité, la quasi-totalité de nos fournisseurs stratégiques ou centraux, établir des contrats qui nous lient ou des agréments assurance qualité, ce qui nous permet depuis 2 ans, où on a commencé à avoir des allocations sérieuses sur un certain nombre de matières premières, de pouvoir en obtenir un maximum, pas suffisamment, bien évidemment, vous le savez. Nous sommes limités par rapport à l'historique et par rapport à ce qu'ils peuvent livrer, mais en tout cas, ça nous a permis d'en avoir, plus que certains, en tout cas, on le pense. Troisième pavé, l'expertise chimique. Donc ça, j'y reviens, donc c'est évidemment pas des actions récentes. Nous avons un réseau de achat et R&D global, mature depuis plusieurs années, qui nous permet de nous appuyer sur cette expertise de la chimie, de la pétrochimie, qui est un monde bien particulier. Bruno vous l'a expliqué un petit peu, extrêmement chaotique en ce moment. Nos acheteurs mondiaux, par exemple, sont quasiment tous des chimistes, donc parlent la même langue que la recherche et développement, ce qui nous aide énormément en termes de flexibilité. Et les laboratoires R&D, de la même façon, experts par catégorie de formulation, d'application. Dans plus de 22 pays, nous avons des laboratoires qui nous permettent effectivement d'aller aussi plus vite vers des solutions. Deuxième bloc d'action sur la partie, évidemment, peut-être un peu plus opérationnelle, on va dire, quotidienne, le bloc supply chain et vente. Ça nous permet au mieux, encore une fois, de gérer ce contexte de pénurie, d'incertitude. On parle d'incertitude également, de haut et de bas tous les jours. Donc, le premier pavé, S&OP, Sales and Operations, donc vente, supply chain. C'est un fameux process que vous connaissez qui vise à coordonner régulièrement les ventes et les opérations supply chain, l'usine, la logistique, les approvisionnements, le planning principalement, mais ça peut être aussi le marketing ou les ventes. Alors, le premier groupe que nous avons mis en place depuis 2 ans, depuis le début du Covid, et forcément, de par le contexte, nous avons mis en place au niveau global un process sur les allocations globales, toutes les usines du monde, de façon à gérer les allocations d'une façon coordonnée, achat, vente, R&D, chef produit. Le but est de driver, de mener nos fournisseurs sur la répartition des allocations par usine et non pas l'inverse. De le faire avec les ventes pour servir au mieux nos clients de longue date, évidemment. Vous le savez, qui dit allocation, ça veut dire qu'il n'y a pas de produit pour tout le monde. Il faut donc répartir au mieux, informer, savoir refuser. On a dû refuser des ventes sur des nouveaux produits, des nouveaux clients pour pouvoir servir au mieux nos anciens clients, nos clients fidèles. Donc sur cette base aussi, Fuchs France, comme dans toutes les autres filiales du monde entier, on a des actions coordonnées, ventes, opérations, hebdomadaires, où nous revoyons un certain nombre de choses, donc les allocations, mais aussi les prévisions, les lancements de produits, les priorités.
C'est extrêmement important. Le monde bouge extrêmement vite. On doit s'adapter extrêmement vite. C'est pour ça qu'il faut faire ça d'une façon coordonnée et d'une façon régulière. Sinon, on ne peut pas suivre. Deuxième pavé, nous avons un réseau d'usines qui est, nous le pensons, unique dans la lubrification. Un réseau de 37 usines dans le monde, 16 en Europe. Nous avons les mêmes fournisseurs, en tout cas sur les produits clés, les produits stratégiques, les mêmes matières premières, les mêmes formulations. Ce qui veut dire que en termes d'allocation et en termes d'urgence ou en termes de problèmes comme depuis 2 ans, ça nous permet de nous aider entre nous, de coordonner nos efforts, dans les urgences, de rerouter certains transports d'une usine à l'autre. Juste un exemple, au début du Covid, les premiers effets ont été la fermeture des hauts fourneaux dans le monde, un manque d'acier, et le secteur des fûts métalliques ont été fortement impactés, rupture, pénurie globale en Europe. Le fait d'avoir plusieurs usines, et notamment en Europe, avec plusieurs fournisseurs de fûts, et un fût Fuchs unique partout dans le monde, nous ont permis de passer ces pénuries de fûts sans trop de dommages. Donc, extrêmement important. Sur nos usines, nous avons aussi un même niveau de certification ISO et IATF qui nous permet de switcher d'une usine à une autre. Troisième pavé, bien sûr les transports. Là aussi, on vous a parlé de problèmes de transport, de fiabilité de transport. Je crois que tout le monde le vit actuellement. La logistique globale, on a parlé de mer, de conteneurs, mais aussi en Europe, nous avons, comme vous le savez, un réseau de transport qui est particulièrement touché par des pénuries structurelles de chauffeurs, 400 000 en Europe, avant la guerre en Ukraine, et depuis la guerre en Ukraine encore plus. Actuellement, c'est un gros challenge que de pouvoir gérer les transports. Manque de fiabilité des transporteurs. Il y a eu, il y a un peu plus d'une année aussi, le Brexit qui ne nous a pas aidé aussi pour tout ce qui est approvisionnement d'Angleterre. Donc là aussi, on a dû agir pour réduire cet impact sur nos livraisons. Donc on a agi évidemment par essayer d'étendre notre portefeuille de transporteurs vrac, produits chimiques, produits dangereux. Il n'y a pas 36 000 acteurs. Et les lots, sur lesquels effectivement, ça nous permet d'être un peu plus réactifs. Et quand on a un chauffeur qui nous manque parce qu'il est malade aussi, ça nous arrive tous les jours, hélas, on peut trouver un autre transporteur. Sur la partie messagerie, produits dangereux, là aussi, il y a peu de partenaires transportant les petits colis de produits dangereux. Donc, nous avons renforcé nos contrats et nos partenariats avec nos partenaires de façon à limiter aussi la casse sur ces transports-là. Quatrième pavé, le stockage. Alors, évidemment, toutes nos actions précédentes ne nous garantissent pas la fiabilité totale. Ça, vous l'avez compris, vous le vivez tous les jours. Nous avons pris la décision d'augmenter nos stocks de sécurité, nos stocks d'une façon générale. Conséquence évidemment financière, ça coûte plus cher, et en particulier en ce moment, avec la hausse des prix. Mais c'était nécessaire, et nous l'avons fait sur nos produits stratégiques. Et pour nos clients stratégiques, nous avons augmenté nos stocks sécurité. Alors évidemment, certains délais d'approvisionnement approchant les 3 mois, quand vous avez une matière première qui vient des États-Unis actuellement, c'est 3 mois. L'effet ne se fait pas sentir immédiatement. Et qui plus est, la demande est tellement fluctuante que cet exercice est particulièrement difficile. Nous l'avons fait et nous continuons à le faire tous les jours. Et encore une fois, la coordination avec les ventes et avec vous, les clients, nous aide énormément là-dessus pour essayer d'anticiper au mieux. Nous avons aussi introduit un nouveau partenariat récemment, un logisticien pour les produits dangereux. Comme vous le savez, la législation continue à se renforcer aussi. Nous avons de plus en plus de produits classés dangereux pour l'environnement. Donc, il nous faut des partenariats logisticiens qui nous permettent de stocker sur des structures Céveso seuil bas. Donc là aussi, il n'y en a pas beaucoup. Donc, nous avons pris aussi la décision d'augmenter ces stockages. Donc, enfin, je terminerai sur le troisième bloc, sur la partie humaine. Alors là, je ne vais pas décrire des actions précises, en tout cas pas trop, mais
J'insiste là-dessus parce que Fuchs, groupe familial, on vous l'a dit, met au cœur de tous nos clients, mais aussi les gens chez nous, les hommes, les femmes qui travaillent tous les jours. Et toutes les actions qu'on vous a montrées, sans les hommes et les femmes qui nous constituent, on ne peut pas survivre à un contexte comme ça. Donc ça, on l'a heureusement compris depuis longtemps. Le monde change énormément, il faut s'adapter. Donc, de grosses, fortes actions au niveau RH qui nous permettent de passer ce cap-là. Donc, évidemment, tout l'aspect leadership. Depuis quelques années, on a des programmes de formation des managers, entre autres. Le maintien du lien social, de la cohésion d'équipe. Et tout ce qui est nécessaire pour rester positif, agile, réactif, communication. Évidemment, sans communication, je vous en ai parlé au niveau des actions, vous n'êtes pas agile, réactif, donc c'est extrêmement important. Quelques exemples aussi que nous avons mis en place aussi récemment, donc sur l'aspect opérationnel. Dès le début du Covid, nous avons mis en place une hotline, soutien moral, accessible, toujours existante d'ailleurs, de l'opérateur de l'usine aux attachés commerciaux sur le terrain. Extrêmement important dans ce contexte actuel, comme vous le savez. Nous avons aussi, cette année, en particulier avec ces allocations, renforcé l'équipe service client, qui était forcément, comme d'autres, au niveau de l'usine et autres, extrêmement chargée en travail et en stress permanent, de par la conjoncture actuelle. Et donc, pour cela, les accompagner, les former, les monter en compétences. Voilà pour les actions. Encore une fois, rien de miraculeux, mais ces 3 pavés nous semblent importants. Nous l'avons construit depuis quelques années, nous continuons à le faire. Et nous sommes maintenant ouverts à toutes vos questions sur tous les détails que vous pouvez avoir notés. Merci. Je vous rappelle juste que pour poser vos questions en direct, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Poser une question » et d'inscrire la question. Et donc, nos intervenants vont vous y répondre et vont donc commencer par répondre aux questions qui ont déjà été posées. Mais surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Alors, nous avons une première question, peut-être qui s'adresse à Bruno. En tant que client, je constate que Fuchs réalise un plus grand nombre de hausses tarifaires que ses concurrents. Comment expliquez-vous cela? Bonne question. Je dirais que moi, si je vois du côté en fait des produits qu'on achète, on a eu des variations de prix et des changements de prix qui se sont faits aussi beaucoup plus régulièrement que par le passé. Donc, il y a certains produits, si vous voulez, quand normalement on avait des validités de prix de 6 mois, et ben, ils sont passés à 3 mois. De 3 mois, ils sont passés à 1 mois. Donc, dans ce marché qui est encore très fluctuant, je dirais que ça explique sans doute pourquoi est-ce que Fuchs est arrivé aussi avec un plus grand nombre, puisqu'en fait nos marchés ont tendance à avoir une réduction de la validité des prix. Maintenant, si on regarde aussi, je dirais, d'un point de vue du groupe, si on regarde les résultats du premier trimestre, on voit aussi que le groupe Fuchs a diminué sa profitabilité. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, la masse des augmentations de matières premières qui a eu lieu sur Q4 donc n'a pas été complètement répartie aussi dans le marché au premier trimestre. Donc, voilà, réduction de la validité des prix, donc un nombre important de changements de prix à effectuer sur le marché afin de maintenir, je dirais, un courant d'affaires intéressant. J'espère que j'ai bien répondu à la question, ou que j'ai répondu à la question en tout. Merci Bruno. Une autre question, peut-être qui s'adresse à Rémi Ingénieux. Avec tous vos outils en place, pourquoi est-il si difficile d'obtenir de la matière? Une belle dichotomie entre les annonces et la réalité, Rémi?
Alors, merci pour cette question fort intéressante que nous vivons tous les jours. Effectivement, comme je vous l'ai dit en préambule, on ne prétend pas avoir solutionné tous les problèmes et nous avons des problèmes de rupture comme tout le monde. Donc, les actions que nous avons mises en place nous ont permis encore une fois de réduire tout cela, mais nous avons des allocations. Sur certains produits, et je vais revenir sur des produits notamment sur des additifs auto, mais il peut y en avoir d'autres. L'origine du produit vient de la tempéturie, septembre 2020. Donc ça veut dire il y a plus d'1 an et demi, à cause, comme Bruno vous l'a expliqué, donc de sites pétrochimiques qui ont arrêté de tourner, effectivement, ce qui a créé des pénuries depuis plus d'1 an et demi. Ce qui veut dire que les fournisseurs, et il n'y en a pas non plus sur le marché 40, ont pratiqué des allocations. Quand on dit allocation, ça peut vouloir dire, dans certains cas, 50% de nos consommations habituelles. Donc oui, on a des pénuries sur un certain nombre de produits. On a travaillé dessus et, comme je vous l'ai dit, on obtient un certain nombre d'allocations. On essaye de les partager au mieux, mais oui, c'est une réalité des choses. Et je crois que chaque mois, on a une nouvelle, et le dernier exemple que j'ai comme ça en tête, l'embargo russe nous a créé un problème chez certains de nos raffineurs d'importation de crude, donc de pétrole brut. Il a fallu qu'ils trouvent d'autres solutions, ce qui a posé des problèmes d'allocation dernièrement. Donc on subit finalement tout cela. Donc encore une fois, les actions ne sont pas des actions miracles. En tout cas, nous pensons que ça a atténué énormément les contraintes que nous avons vues derrière et on continue à y travailler. Merci Rémi. Une autre question, je pense qu'il s'adresse à toi aussi. Pensez-vous revoir vos implantations d'usines existantes ou futures, si c'est le cas, pour répondre aux urgences et problèmes que l'on rencontre? Alors, j'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question parce que oui, comme je vous l'ai dit, on a 37 usines grosso modo dans le monde et en Europe quasiment 16. L'une des grandes forces, comme je l'ai dit, c'était d'avoir des usines capables de fabriquer les mêmes formules avec les mêmes matières premières, ce qui nous a permis d'être plus agiles dans un certain nombre de cas précis. Nous continuons, il y a un gros projet là-dessus, nous continuons à travailler sur la productivité de nos usines pour les rendre plus performantes, parce que là aussi, en termes d'agilité et de flexibilité, le fait d'avoir des usines avec les outils nécessaires nous permettent d'être beaucoup plus flexibles. Donc oui, nous allons revoir un petit peu l'empreinte de nos usines de façon à encore s'améliorer là-dessus. Mais non, nous n'allons pas dédier des usines pour une ou deux formulations, parce que justement, dans ce contexte actuel, c'est notre force. Et c'est notre force par rapport à d'autres sites ou d'autres fournisseurs dont vous avez entendu parler avec 2, 3 usines dans le monde, voire une. Problème particulier, tempête, incendie, n'importe quoi. Nous, d'avoir ces usines structurées de la même façon, certifiées de la même façon, avec les mêmes process, les mêmes formulations, nous permettent, encore une fois, de switcher et d'être agile là-dessus. Donc oui, on travaille dessus, on travaille sur ces nouvelles usines. C'est un gros projet, de façon à avoir le même niveau d'exigence partout, mais en gardant cette flexibilité, cette proximité vers nos clients. Merci Rémi. Peut-être une dernière question pour Bruno. Comment expliquez-vous que vos concurrents livrent certains produits alors que Fuchs est en rupture? Bonne question. Sur tous les produits qu'on achète, c'est relativement difficile d'avoir une vision claire. Est-ce qu'on est plus performant ou je souhaite qu'on soit plus performant que les autres? Nous avons des exemples où nous avons des clients qui nous ont demandé si on pouvait aussi les dépanner. Maintenant, au niveau global, je dirais que oui, on a certains produits sur lesquels nous étions
particulièrement fort et lorsque, comme a dit Rémi, certains fournisseurs coupent les allocations de type 50%. Donc, au lieu de recevoir 100 tonnes, on en reçoit 50. Si vous êtes relativement gros sur ce marché-là, je pense au domaine des transmissions, ça fait que on touche beaucoup plus de clients. Nous sommes désolés d'avoir à communiquer, je dirais, et d'avoir à trouver des solutions par rapport à ça. On a aussi des exemples où on est mieux que les autres. Je dirais que d'un point de vue de satisfaction du client, même s'il y avait qu'un seul client dans le monde qui serait pas content, on serait pas content. Mais je dirais que d'un point de vue général, je pense pas qu'on soit forcément moins bien. Il y a peut-être une ligne de produit ou une autre, ou lié à l'historique de la position du groupe Fuchs et à certaines réductions d'approvisionnement où on a été peut-être proportionnellement plus, non pas proportionnellement, pardon, mais en termes de volume, on a été plus touché que les autres. Merci Bruno. Ouais. Encore quelques questions, une question peut-être pour Rémi. Bonjour, suite à vos explications à la première question et au pronostic de vos actions, aux prognoses de vos actions, vous auriez bien pu faire des réserves. Alors, est-ce que Max-Antoine, tu peux juste répéter la question? Je ne crois pas avoir tout à fait compris sur la première. Ce que je comprends de la question, c'est que suite à tous les diagnostics que l'on a pu faire, pourquoi n'avons-nous pas réalisé de réserves de matières ou de produits en conséquence? Alors, alors, on l'a fait. On l'a fait. Ceci étant, comme vous le savez tous, il s'agit de force majeure pour la plupart. Donc, quelles que soient les réserves, ou alors, à moins qu'on parle de stockage, donc là-dessus, donc deux choses. Je vais essayer de répondre au mieux, hein, et ensuite, après, peut-être compléter la question. Donc, je vous ai expliqué au mieux, donc, avec nos partenariats ou nos contrats avec nos fournisseurs principaux, on a sécurisé des volumes, on sécurisé des volumes annuels avec nos raffineurs. Alors, ça ne nous empêche pas, en cas de force majeure, effectivement, d'être impacté. Donc ça, on a anticipé là-dessus, au mieux, de par le contexte actuel. Et sinon, au niveau des réserves, si on parle de stockage là-dessus, évidemment, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on a été pris par surprise. La guerre en Ukraine, je crois que peu de personnes pensaient que ça pouvait arriver aussi vite. Donc, sur un certain nombre de choses, on a fait du stock. Mais encore une fois, les délais d'approvisionnement étant de 3 mois, il faut plusieurs mois pour pouvoir anticiper ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si j'ai correctement répondu à la question. N'hésitez pas à la compléter si ce n'était pas la réponse souhaitée. Merci Rémi. Oui, effectivement, c'est compliqué d'anticiper tout ce qui se passe en ce moment et le nombre d'articles et de produits que nous produisons et que nous vendons limite nécessairement l'anticipation et le stockage nécessaire de tous les produits. J'ai une dernière question à laquelle je vais peut-être répondre. À réception d'un devis, combien de temps garantissez-vous le prix? Un commercial Fuchs m'a annoncé que lors du passage de commande, le prix pourrait être révisé en fonction du prix des matières premières. Est-ce vrai et à partir de quand? Alors là, c'est pareil, il n'y a pas de réponse complètement fiable, dans le sens où, d'abord, quand un devis est émis, tout dépend de la validation du devis par le client et du délai que le client met à valider un prix. Ensuite, effectivement, si la validation est rapide et qu'il n'y a pas eu d'envolée particulière du tarif, du prix des matières premières, normalement, le prix doit être garanti. Mais en effet, compte tenu de tout ce qui vous a été expliqué, donc des pénuries et des délais que l'on peut avoir sur la réception de certaines matières, il se peut, comme c'est le cas pour nous, que le prix puisse être révisé entre le moment où le devis a été émis et le moment où vous êtes livré et où donc la facture est émise. Tout ça dépend effectivement de l'évolution des tarifs qui nous sont à nous aussi imposés par nos fournisseurs. Voilà, je ne sais pas s'il y a, on a encore une minute pour
pour une dernière question peut-être. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions immédiates, je tiens à vous remercier très sincèrement d'avoir participé à ce webinaire sur le contexte géopolitique et les actions mises en œuvre par le groupe Fuchs pour limiter l'impact des pénuries. J'espère que les quelques informations qui vous ont été transmises vous ont permis d'y voir un peu plus clair. Dans tous les cas, nous restons bien entendu à votre entière disposition si vous avez d'autres questions qui vous viendraient par la suite. Nos vendeurs sont à votre disposition. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et un bon courage pour les semaines qui viennent et un très bel été à tous. Merci et au revoir. Au revoir.